Je veux d'abord remercier les uns et les autres, et surtout nos compatriotes qui nous aident énormément dans la lutte que nous menons au pays. Donc veuillez trouver par ma voix tous nos remerciements. On parle du Gabon. Vous savez que notre pays, c'est le pays là où il est plus facile de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et cette situation a mené notre pays aujourd'hui dans un chaos que je dirais total. Parce que la corruption est endémique. C'est un sport national dans notre pays. Et malheureusement, parce que nous sommes aussi à survie, c'est l'occasion aussi de parler des relations France-Afrique. La corruption est une question qui n'intéresse pas du tout les gouvernements français, les présidents français. Parce que la France s'intéresse aux questions des matières premières, aux questions de sécurité, aux questions de terrorisme. Mais sur la corruption, la France se tait. Parce que notre pays, chaque année, il y a à peu près de 400 milliards de francs qui vont dans la corruption. Il n'y a pas de lutte contre la corruption au Gabon. Si vous regardez des organes en charge de la corruption, vous allez voir que nous avons d'un côté la Commission nationale de lutte contre la corruption, qui n'est toujours dirigée que par des magistrats proches du pouvoir. Parce que le président lui-même, parce que la séparation des pouvoirs n'existe pas au Gabon. Il y a des relations incestueuses entre tous ces pouvoirs-là. Le président de la commission n'est toujours que quelqu'un du Haut-Ogooué ou de l'Ogooué-Lolo et parent de ceux qui sont au pouvoir. Vous avez l'Agence nationale d'investigation financière, qui est aussi dirigée par un membre de la famille du président. Et personne n'est sanctionné. Au contraire, lorsqu'on vole au Gabon, lorsqu'on pille au Gabon, on est encore récompensé. Donc, personne ne va en prison. Alors, pour revenir un peu rapidement sur les mouvements sociaux, vous savez que depuis 1990, avec l'avènement de la démocratie, il y a une floraison des syndicats au niveau du Gabon. Et le principe du développement du syndicat au Gabon, c'est la cisparité, la scission. C'est-à-dire qu'on commence par un syndicat, ce syndicat-là crée d'autres syndicats créent d'autres syndicats, et on a une multitude de syndicats au Gabon. Donc on va se retrouver au Gabon avec des syndicats mallettes, des syndicats cabines téléphoniques. Il y a les syndicats du pouvoir, les syndicats de service, créés par les ministres, créés par des hommes politiques qui se mettent au service de cette politique. Et il y a aussi des syndicats qui sont au service du peuple. Et parmi ces syndicats aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la dynamique unitaire. Celle qui est aujourd'hui debout pour se dresser contre le pouvoir en place. Alors quand Ali Bongo arrive au pouvoir, vous savez que l'espoir fait vivre. Il dit ceci, qu'il va augmenter le SMIC. Quand il va arriver au pouvoir, les Gabonais vont avoir un SMIC de 150 000. Il a dit qu'il va construire 55 000 logements par an. Dans le projet du chef de l'État, l'axe numéro 1, c'est l'État de droit. Il a dit, quand il est arrivé, il nous a dit, bon, il va construire, au départ il a dit qu'il devait construire à peu près 334 établissements préprimaires, à peu près 30 collèges
10 lycées, etc., etc. Il a fait un certain nombre de promesses. Il a dit aussi qu'il devait développer la CNAMGES. Nous avons ce qu'on appelle la Caisse nationale d'assurance maladie. Parce que vous savez que la marque, sans oublier les universités, parce que la marque déposée, la marque de gestion, la marque de fabrique d'Ali Bongo, c'est les effets d'annonce, vous le savez. C'est les maquettes, c'est les promesses. C'est les promesses. Et les Gabonais aujourd'hui se sentent un peu trahis, désabusés par ce pouvoir. Je prends un secteur comme celui de l'éducation. Je rappelle aux uns aux autres que les budgets du Gabon, aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Ali Bongo, ça peut être plus de 3 000 milliards par an. CFA. Donc en 5 ans, ce président a géré près de 15 000 milliards. Et dans les 15 000 milliards, il n'a construit aucune école pré-primaire. Il n'a construit aucune école primaire. Il n'a construit aucun lycée, aucun collège, aucune université, aucun institut de recherche. Et quelle est la conséquence lorsqu'on n'investit pas dans l'éducation? Nous nous retrouvons avec des classes surchargées. C'est-à-dire que vous avez des classes à Libreville où vous avez plus de 200 élèves par salle de classe. Allez au lycée de Sibang, allez au lycée d'Olumi, allez au lycée de Nzengayong. Vous avez des élèves qui apprennent à même le sol. Parce qu'il y a faute de table-banc. Et ceci fait en sorte que, au niveau des établissements de Libreville, de Franceville, de Port-Gentil, voire même Mwanda, et un peu Oyem, il y a un système de mi-temps. Vous avez de 8h à midi, à 12h, vous avez un instituteur qui prend la classe. L'autre instituteur arrive dans l'après-midi, de midi à 17h. Et vous avez dans les zones rurales ce qu'on appelle comment on appelle ça? Oui, les classes multigrades. C'est-à-dire que vous avez un seul instituteur qui donne cours à tous les élèves, à tout un cycle. C'est-à-dire du CP1 jusqu'au CM2, vous avez un seul instituteur. Et la plupart des instituteurs sont des instituteurs auxiliaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de formation pédagogique. Nous avons même toute une province où le nombre d'enseignants qu'on appelle les auxiliaires est supérieur aux enseignants formés dans des centres de formation ou des écoles normales d'instituteurs. Pour ne prendre le cas de Logoué-Vindo. Il se passe là-bas un véritable génocide intellectuel. Or, le Logoué-Vindo, pour nous, c'est la plus grande province du Gabon. Et je parie même que c'est la plus riche des provinces du Gabon, quand on voit le potentiel minier et forestier de cette localité. Donc, en même temps, ils ne font pas les investissements en matière d'éducation. Paradoxalement, il y a un investissement énorme sur le plan privé, dont les promoteurs sont encore ceux qui sont chargés de mettre en place la politique publique en matière d'éducation. Et vous allez voir des établissements à Libreville qu'on appelle Berthéjean, Moutou Mambrou, Michel Dira, Paul Kouya, bref, j'en passe. Ruban Vert. Je ne veux même pas parler du pré-primaire. Je disais souvent aux gens que les Ali Bongo n'a construit, depuis 1960, ils n'ont pas construit encore une seule école pré-primaire. Ça n'existe pas au Gabon. Une école pré-primaire, la maternelle, ça n'existe pas. Il n'y a que les garderies qui ont été faites par Kounabeli, enfin, je ne sais pas, par la présidente de l'UFPDG à l'époque. Voilà. Et ce secteur-là est occupé à plus de 95% par des privés étrangers. C'est ça la réalité. Pendant ce temps, vous allez voir par exemple qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara,
a déjà construit près de 4 universités. Donc nous entendons encore l'université d'Oyem, on a déjà posé la première pierre, on attend l'université de Mouila, on attend l'université de Makoukou, de Lambaréné, de Boué. Et il y a eu des écoles aussi à Boué qu'on devait faire. Absolument rien. Si je reviens, et puis je donne un peu quelques chiffres, vous allez voir que nous avons l'un des taux de redoublement le plus élevé au monde. Plus de 30%. Et nous avons le système éducatif le plus minable des pays les plus riches d'Afrique, dont le Gabon en fait partie. S'il faut nous comparer dans le plan de nos évaluations, il faut comparer le Gabon un peu au Tchad, hein, au Cameroun ou au Congo. On ne peut pas se juger par rapport aux pays comme les Seychelles, comme le Botswana, comme l'île Maurice, qui ont des résultats vraiment acceptables. Et si vous voyez sur le plan de la santé, alors là c'est vraiment le désert total. Vous pouvez mourir de tout, même d'une grippe, d'un petit palu, parce qu'il manque tout à Libreville. Vous ne trouvez les médecins spécialistes qu'au niveau de Libreville. Lorsque vous allez à l'intérieur, il n'y a pas de médecins spécialistes. Et même au niveau de Libreville, les femmes accouchent à même le sol. J'ai dit à ce moment. Et paradoxalement, ils créent la CNAMGES. Enfin, je vous dis que c'est une arnaque, notre caisse de sécurité sociale. Parce que là-bas, c'est un commerce. Lorsque on veut vous évacuer, par exemple, on demande une facture proforma à la France ou aux États-Unis. Et lorsque la facture proforma arrive, il décaisse le montant de la facture proforma. On n'envoie plus le malade en France, ni aux États-Unis. Le malade est envoyé en Tunisie ou au Maroc. La Tunisie, on a arrêté ça. Parce que dans chaque malade en Tunisie, les responsables de la CNAMGES touchent 10% pour chaque malade. Et lorsque le responsable de la clinique à Tunis avait refusé ce commerce-là, on a supprimé le marché. Le marché se trouve maintenant, on a transmis le marché au niveau du Maroc, au niveau des évacuations. Et vous allez voir que la CNAMGES, ils font la même chose. On n'investit pas au niveau des soins de qualité, mais il y a un développement des cliniques privées. Il y a un développement des pharmacies privées pour faire en sorte que l'argent de la CNAMGES puisse aller dans ces caisses-là. Et je termine sur ce point de la CNAMGES, c'est une solidarité trompe-œil. Parce que le mot solidarité n'existe pas